C'est l'heure. Bonjour à tous, bienvenue. Je suis Charlène de la CCI Lyon Métropole Saint-Étienne-Roanne et je suis ravie de vous accueillir, comme souvent en ce moment à 13h30 pour un nouveau webinaire. C'est le 18e webinaire que j'anime depuis le début de ce confinement, organisé par la CCI Lyon Métropole Saint-Étienne-Roanne et qui s'inscrit dans le cadre de l'accompagnement des chefs d'entreprise que nous avons intitulé « Dirigeants, préparez la reprise ». Bonjour à tous. Aujourd'hui, j'accueille donc Sylvie Aguilar, ma collègue de la CCI. Sylvie, tu es conseil juridique. Oui, tout à fait. Pour ce webinaire que nous avons intitulé « Comment anticiper les conflits avec mes clients grâce aux conditions générales de vente » que tu vas nous animer aujourd'hui. Je rappelle un petit peu simplement les règles du jeu. Nous avons 45 minutes à passer ensemble. Je serai le relais de vos questions que je poserai directement à Sylvie. Vos micros sont fermés, vos caméras sont éteintes. Vous pouvez communiquer avec nous uniquement via le chat. Je vous rappelle également que le support de présentation vous sera envoyé par email et que ce webinaire est enregistré. Il sera disponible en replay sur notre chaîne YouTube dès ce soir ou dès demain matin au plus tard. Voilà, Sylvie, c'est parti. Oui. Je te laisse commencer. Ok, merci. Alors, avant de commencer, ce qui me serait utile, c'est d'avoir une idée de qui vous êtes, à savoir est-ce que vous êtes des créateurs, est-ce que vous êtes des entreprises, est-ce que votre cible client, c'est une cible client de consommateurs particuliers ou plutôt une cible client professionnel, est-ce que vous allez faire de la vente en ligne ou est-ce que c'est uniquement entre entreprises par les moyens traditionnels de la commercialisation. Donc, Charlène, si tu peux lancer le sondage pour qu'on puisse avoir un petit résultat sur ces questions, ce serait bien. Je lance la première question, le premier sondage, à savoir, est-ce que vous êtes plutôt créateur, repreneur d'entreprise, salarié ou dirigeant? Je vous laisse voter, je vous laisse quelques secondes pour voter directement. Si jamais vous n'arrivez pas à cliquer, c'est tout simplement parce qu'il faut sortir du mode plein écran. Voilà, généralement j'attends d'avoir atteint 80% des votants et puis je ferme le sondage. Le résultat en live semble assez bien partagé, un petit peu plus de dirigeants, quasiment 50% de dirigeants, 30% de salariés et une vingtaine de pourcents de créateurs. Voilà. D'accord, ben je note. Deuxième question que nous vous avions préparée, votre activité. Je lance la question, à savoir si vous faites plutôt de la vente de produits ou si vous êtes plutôt sur la prestation de services. Voilà. Alors, on a beaucoup de prestations de services. Ouais. On est sur du 75-25. 70-30. Allez, en prestation de services. 70-30, ok. Voilà. Troisième question. Nous saurons vraiment tout de vous. Nous saurons qui vous êtes. Votre offre, elle est plutôt B2B, orientée B2B, orientée B2C ou les deux? Vous vous adressez plutôt à une clientèle de particuliers, une clientèle de professionnels ou les deux? Alors, 60% en B2B, 17% en B2C, 25% les deux. D'accord. Voilà. Et puis, je termine avec la dernière question, savoir est-ce que vous faites de la vente en ligne? Oui ou non, tout simplement. Allez, on va dire 80% non et 20% oui. D'accord, ok. Voilà, c'est fini pour l'interrogatoire. Ok, merci beaucoup. Et vous verrez pourquoi ces questions vous ont été posées dans le déroulé du PowerPoint, parce que ça a une incidence en fait quant à vos obligations dans les conditions générales de vente. Elles sont plus ou moins strictes selon que vos clients soient des consommateurs ou des professionnels. Mais j'en dis pas plus. On va y aller petit à petit. Alors, peut-être un petit rappel quand même avant de dérouler plus avant, pour vous dire déjà que les conditions générales de vente, c'est vraiment le socle de la négociation commerciale. Donc, leur établissement n'est pas une obligation. Par contre, leur communication est une obligation. C'est-à-dire que quand on vous demande vos conditions générales de vente, vous avez l'obligation de les communiquer.
Alors, cette communication, elle se fait de plusieurs manières. En règle générale, c'est par écrit. Elles peuvent être mises au dos du bon de commande, du devis. Donc, il y a différentes manières de les communiquer. Et elles comportent en fait les conditions de règlement, les éléments de détermination du prix de votre prestation ou de vos produits, les réductions de prix notamment. Un élément important, quand on dit que c'est le socle unique de la négociation commerciale, ça veut dire que ce sont les CGV qui servent de base à la négociation, pas les conditions générales d'achat. Donc ça, c'est un élément important. Les conditions générales d'achat peuvent servir dans votre négociation au même titre que les conditions générales de vente, mais elles ne peuvent pas s'imposer à vous. Hein. Donc ça, c'est un premier point. Alors, pour en venir plus sur l'anticipation des conflits grâce aux conditions générales de vente, pour vous restructurer un petit peu les choses, dans les conditions générales de vente, on a 3 catégories de clauses. On a des clauses qui sont relatives aux conditions financières hein, de la relation contractuelle, des clauses qui sont relatives aux difficultés de recouvrement, et des clauses qui sont relatives à la prévention des litiges. Alors, les clauses qui sont relatives aux conditions financières, c'est relativement simple, hein, vous les connaissez, c'est celles qui déterminent les conditions de paiement, les délais de paiement, le prix, hein, ça c'est par rapport à ces conditions financières. Après, on a aussi des clauses qui ont trait aux difficultés de recouvrement, c'est-à-dire quand il y a un retard de règlement, que se passe-t-il? Est-ce qu'il y a une pénalité? Est-ce qu'il y a des dommages et intérêts? Est-ce qu'il y a une résiliation qui est prévue de la relation contractuelle et en cas de litige, qui est le tribunal compétent ou comment est-ce qu'on règle ce litige. Et ensuite, on a toute une série de clauses qui sont relatives à la prévention des litiges, donc qui ont pour but d'éviter le plus possible qu'il y ait des litiges entre parties. Et donc, du coup, on prévoit des clauses comme quand a lieu le transfert des risques par rapport, par exemple, aux produits que l'on vend. En cas de litige, est-ce qu'on recourt éventuellement à de la médiation pour justement anticiper le fait de tendre encore plus la relation contractuelle. Des clauses aussi relatives à la mise à disposition de la marchandise ou à la livraison. Donc, toutes ces clauses ont pour but de prévenir les litiges entre les parties. Parce que ce qu'il faut bien avoir à l'esprit, c'est que à partir du moment où votre client conclut avec vous le contrat, il le conclut quand il accepte votre bon de commande, quand il accepte le devis, et ces conditions générales de vente forment contrat. Hein, à partir du moment où il accepte, on est vraiment dans une relation contractuelle. Ça veut dire que tout ce qui n'est pas précisé dans vos conditions générales de vente ou qui est flou est sujet à interprétation si le litige vient à être porté devant le tribunal. C'est pour ça que c'est très important de prévoir un maximum de choses dans vos conditions générales de vente pour anticiper justement tous les conflits possibles à cause d'imprécisions dans vos conditions générales. Ensuite, que nous apprend la crise actuelle par rapport au Covid-19 au niveau des conditions générales de vente? J'ai regroupé, je dirais, en 5 points les éléments qui ont un petit peu émergé suite à cette crise que nous connaissons aujourd'hui. Le premier point qui a émergé, c'est la notion d'acompte. Vous savez peut-être que dans vos conditions générales de vente, au niveau du prix et des modalités de règlement de ce prix, vous pouvez prévoir le versement d'un acompte à la commande, par exemple. Et cette notion d'acompte, juridiquement, elle est importante. Parce que juridiquement, un acompte n'est pas remboursable. C'est-à-dire que quand vous avez prévu dans vos conditions générales de vente que le prix donnerait lieu au versement d'un acompte, même si la prestation ou le contrat n'est pas exécuté, l'acompte reste dû. Et dans ce qui s'est passé au niveau du Covid, l'impossibilité pour des prestataires ou pour des vendeurs de réaliser éventuellement leur vente ou leur prestation n'a pas empêché l'acompte de rester acquis. Hein, sauf si vous souhaitez amiablement rembourser cet acompte à vos clients. À la différence en fait d'une autre notion qui est une notion qu'on appelle les arts, et donc les arts, eux, ils sont, si vous voulez, remboursables.
Donc, c'est très important de bien qualifier en fait cette somme d'argent initiale qui est versée en fait par votre client. Est-ce que c'est un acompte ou est-ce que ce sont des arts? Ensuite, il y a eu la notion aussi de force majeure. Alors, la force majeure face au coronavirus, elle peut difficilement être actionnée parce qu'en fait, l'empêchement lié au coronavirus est un empêchement qui est temporaire, c'est-à-dire qu'à l'issue de cette période liée au coronavirus, dans la plupart des cas, la prestation ou la vente pourra être réalisée. Sauf si, dans vos conditions générales de vente, vous précisez une clause relative à la force majeure, que dans cette clause relative à la force majeure, vous intégrez la notion de pandémie ou d'épidémie, et que vous précisiez dans cette clause que si l'événement constitutif de force majeure, à savoir l'épidémie ou la pandémie, se prolonge sur une durée que vous fixez dans la clause, les parties pourront convenir de rompre le contrat ou pourront convenir de toute autre modalité liée justement à cette force majeure qui se prolonge sur la durée prévue par la clause. Donc, c'est important de réfléchir maintenant à ces conditions générales de vente dans ce sens-là, c'est-à-dire que contractuellement, on peut donner une définition de la force majeure et on peut dire si cette force majeure dure sur telle période, eh bien, elle pourra donner lieu à la résiliation du contrat ou à toute autre conséquence qui pourrait être, par exemple, que les parties se rapprochent pour négocier de nouvelles conditions à leur contrat. Ensuite, on a la clause d'imprévision. Alors, l'imprévision peut s'appliquer indépendamment de toute clause dans des conditions générales de vente. Elle a été remise au goût du jour par la réforme du droit des obligations. Et donc, cette imprévision, c'est lorsque un événement survient qui augmente de manière conséquente les conséquences financières de l'exécution en fait de son obligation par une des parties à un contrat, les parties peuvent du coup convenir des conséquences liées à la survenance de cet événement et renégocier du coup les termes du contrat. Et on peut prévoir dans des conditions générales de vente du coup une clause d'imprévision qui soit exclue. C'est-à-dire que si des événements surviennent qui augmentent de manière considérable les conséquences financières pour l'une des parties, eh bien tant pis, les parties excluent la possibilité de renégociation ou au contraire prévoient que si ce type de situation survient qui augmente considérablement l'incidence financière pour l'une des parties, les parties conviennent de justement se rapprocher pour renégocier les conditions du contrat. Je voulais vous donner un exemple. Par exemple, vous avez passé une commande, mais avant la crise du Covid-19 pour du plexiglas. On se rend compte aujourd'hui qu'il y a une pénurie, en tout cas que le plexiglas est tendu pour le moment sur le marché. Peut-être que justement pour votre fournisseur de plexiglas, le fait que le marché est tendu et que le prix du plexiglas a augmenté pour lui pour s'approvisionner peut engendrer des conséquences financières importantes qui pourraient l'amener à renégocier avec vous le prix prévu initialement parce que lui, son prix d'achat a considérablement augmenté. Je ne sais pas si c'est quelque chose qui se passe pour le moment, mais voilà, c'était pour vous donner un exemple un petit peu concret de ce que cela peut engendrer. Ensuite, dans les conditions générales de vente, on peut également prévoir que les parties conviennent de régler les litiges qui pourraient survenir entre elles par le biais de la médiation. Alors, pourquoi la médiation est finalement remise au goût du jour avec le coronavirus? Justement, parce que dans des situations de tension comme ça, le fait de pouvoir renégocier via la médiation et trouver une solution à la difficulté que l'on rencontre dans ce type de situation a toute son importance et présente vraiment des avantages parce que vous pouvez trouver une solution du coup dans un délai qui est bien plus court qu'en produisant en fait le litige devant les tribunaux et de manière très confidentielle. Donc vous pouvez aménager une clause dans vos conditions générales de vente. Et enfin, un dernier point qui a été soulevé aussi par cette crise du Covid-19, c'est la question des assurances. Donc, dans la mesure où vous n'êtes pas en capacité de répondre à vos obligations, que ce soit des obligations liées à la livraison ou des obligations relatives à l'exécution d'une partie de votre prestation, et que votre client souhaite engager votre responsabilité, du coup, il est important de rédiger des clauses avec effectivement
le fait que vous limitez votre responsabilité et qu'à tout le moins, la garantie que vous consentez à votre client soit couverte par votre assurance. Et donc, c'est très important aussi de soumettre à votre assureur les clauses que vous pouvez prévoir dans vos conditions générales en termes de responsabilité, en termes de garantie de non-conformité ou de vice caché. Mais là, j'entends plutôt vis-à-vis de cette crise qui s'est produite maintenant, surtout le non-respect de vos obligations et la mise en cause de votre responsabilité par vos clients. Donc, c'est important, je pense, de bien penser à vous rapprocher de vos assureurs à l'issue de cette crise pour voir un petit peu ce qu'ils vont mettre en œuvre maintenant dans le cadre des contrats d'assurance, puisqu'ils se sont engagés effectivement à avoir une réflexion là-dessus. Mais dans tous les cas, ayez ce réflexe de montrer les clauses relatives à votre responsabilité à votre assureur. Histoire de ne pas avoir de mauvaises surprises si ce genre de situation se reproduit. On espère que non. Alors Sylvie, j'ai deux premières questions là sur le chat que j'aimerais partager avec toi. La première question de Guillaume qui nous dit donc est-ce que les CGV doivent-elles être signés par le client pour être applicables ou est-ce que simplement jointe au devis, c'est suffisant? Alors oui, il vaut mieux qu'elle soit signée, en effet. Alors vous pouvez prévoir sur le devis que l'acceptation du devis vaut acceptation des conditions générales de vente apparaissant au verso, mais il faut que cette phrase apparaisse clairement sur le recto de votre devis, qu'il n'y ait pas de doute possible quant au fait que le client a vu cette phrase et qu'il savait du coup pertinemment que les conditions générales étaient au dos du devis. Mais c'est mieux de les signer, oui. Ok, très bien. J'ai une autre question d'Élodie qui nous dit concernant l'imprévision. Cela peut donc concerner les fluctuations très importantes des devises et ou des prix des matières premières. C'est bien ce que Exactement, tout à fait. Ok, c'est tout bon. Je te laisse poursuivre. Ça marche. Alors ensuite, on a vu en quoi on pouvait éventuellement anticiper les difficultés, mais la question qui se pose aussi, c'est en quoi est-ce que les conditions générales de vente me protègent? J'ai mis une illustration, voilà, c'est son affaire, il en a l'entière responsabilité. Oui, effectivement, le prestataire de service ou le vendeur est responsable de ses produits. Il est responsable aussi de la conformité de ses prestations par rapport à ce qui avait été commandé. Et en cas de transfert de produits, par exemple, de vente de produits, c'est important de prévoir quand a lieu le transfert de propriété des produits. Et ça, dans vos conditions générales de vente, il faut bien le préciser, c'est-à-dire préciser que le transfert de propriété des produits n'aura lieu qu'au règlement intégral du prix. Pourquoi ? Parce que si le client que vous avez est en difficulté ultérieurement et que ultérieurement il est amené éventuellement à déposer le bilan, à faire une déclaration de cessation de paiement, le fait d'avoir prévu une clause de réserve de propriété vous permet de revendiquer le produit que vous avez vendu entre les mains du client et de récupérer du coup par exemple la marchandise. Donc ce type de clause aussi, mais c'est surtout sur la vente de produits, est importante à prévoir. C'était pour vous donner un exemple. Ensuite, l'autre point, c'est effectivement le fait que les CGV vous protègent, je l'ai déjà évoqué un petit peu, en cas de mise en cause de votre responsabilité. Donc, c'est important de prévoir une clause relative à votre responsabilité qui prévoit, par exemple, que votre responsabilité, si elle est engagée, elle ne pourra donner lieu à des dommages et intérêts ou à une indemnisation qu'à hauteur du remboursement du prix de la prestation ou du prix du produit. Donc, de limiter votre responsabilité. Alors, la limitation de la responsabilité, c'est quelque chose que l'on peut faire dans les conditions générales de vente à destination des professionnels. C'est quelque chose qui est beaucoup plus délicat vis-à-vis des consommateurs que de limiter sa responsabilité vis-à-vis des consommateurs. Les clauses de limitation de responsabilité vis-à-vis des consommateurs peuvent être considérées comme abusives, donc à manier avec beaucoup de précautions par rapport à ces clauses limitatives de responsabilité aux consommateurs. Alors, comme je l'évoquais déjà un petit peu tout à l'heure, comme vous pouvez le constater, les conditions générales de vente ont un régime juridique qui est très différent selon que le client soit un professionnel ou selon que le client soit un consommateur.
selon aussi que l'on vende à l'intérieur de l'entreprise ou dans son local commercial ou à distance ou hors de son établissement. Alors, qu'est-ce qu'on veut dire par ces notions? Une vente hors établissement, c'est le fait de vendre dans un lieu qui n'est pas celui où le professionnel exerce habituellement son activité, de manière habituelle. Les personnes sont présentes physiquement, mais elles ne sont pas dans le magasin ou dans les locaux d'entreprise. Ou par Internet, le fait de vendre par Internet, vous vendez hors établissement. Et ça, cette notion, elle est notamment très importante quand vous vendez à un consommateur. Parce que le consommateur, à partir du moment où il est sollicité à distance ou hors établissement, il a un droit de rétractation et vous êtes obligé, sauf exception, de prévoir pour le consommateur la possibilité de se rétracter dans un délai de 14 jours à compter de la livraison ou à compter de la commande. Et la vente à distance, la définition, elle est plus large. Hein. C'est un contrat qui est conclu sans la présence simultanée du professionnel et du consommateur par les techniques de communication. Alors, donc, ce qu'il faut bien retenir, c'est que la protection, elle est renforcée pour le consommateur. Elle est renforcée plus pour le consommateur dans le cadre de la vente à distance ou hors établissement. On a parlé de la clause et du délai de rétractation. Il y a aussi l'obligation de prévoir une clause de médiation pour le consommateur. On a parlé de la médiation tout à l'heure. C'est une faculté qu'ont les entreprises entre elles. Par contre, c'est une obligation de proposer au consommateur une clause de médiation dans les conditions générales de vente quand vous passez un contrat avec un consommateur. Et il y a d'autres règles qui sont très favorables aux consommateurs, qui sont notamment des obligations en termes d'informations précontractuelles, des délais de livraison à respecter impérativement, c'est-à-dire que si vous ne respectez pas les délais de livraison, le consommateur peut engager votre responsabilité. Alors que, oui, tu as peut-être des questions? J'entendais quelqu'un, non, c'est bon. Alors que le délai… Oui. Si j'ai une question de Christophe qui nous demande: est-ce valable d'indiquer sur le devis la mention le client a lu et accepte les conditions générales de vente téléchargeables sur www, etc. Non, il faut prévoir à ce moment-là qu'il y a un clic. Il faut vraiment que vous puissiez établir que volontairement, il a validé par un clic. Ne prévoyez pas de le renvoyer ailleurs pour valider les conditions générales de vente. Non. Non, c'est pas suffisamment, ça n'assure pas suffisamment de sécurité juridique pour vous. Il faut éviter ça. Ouais. Il vaut mieux renvoyer à la limite les conditions générales de vente ultérieurement par mail, mais il faut que vous puissiez avoir tout moyen de prouver qu'il a eu connaissance de ces conditions générales de vente. D'accord. Voilà. J'ai une autre question de Marion qui nous dit, que noté dans les CGV que la responsabilité n'est engagée qu'à hauteur du prix du produit. C'est vraiment difficile en B2C. Qu'est-ce que cela veut dire? Que peut-on écrire finalement? Si, ce que vous pouvez mettre en limitation de responsabilité, c'est que la responsabilité effectivement du vendeur, en cas de mise en cause, sera engagée de telle manière qu'il s'engage soit à remplacer le produit défectueux, si c'est un produit défectueux, soit à rembourser le prix du produit et les frais éventuellement engagés par le consommateur pour ce produit. D'accord. Hein? Ok, j'ai une autre question de Clotilde. Est-ce qu'il y a des règles spécifiques concernant les clients grand public âgés? J'ai pas compris. Est-ce qu'il y a des règles spécifiques concernant les clients grand public âgés? J'ai envie de dire plutôt pour les personnes âgées. Pour les personnes âgées, non, ce sont des consommateurs comme n'importe quel autre particulier. Après, c'est sûr qu'il peut y avoir éventuellement des sanctions pénales s'il y a eu un abus de confiance, notamment par rapport à un public qui est fragile. Donc, effectivement, il peut y avoir un alourdissement de la responsabilité pénale quand vous vous êtes adressé à des personnes qui sont âgées, effectivement, et qui sont dites fragiles. Voilà, mais sinon, en dehors de ces cas-là, ce sont des consommateurs classiques, hein, en dehors de l'abus de confiance. Oui. Okay. Très bien, merci. Voilà. Et après, juste pour revenir sur la question de la responsabilité vis-à-vis du consommateur, après, là où il peut y avoir une responsabilité accrue du vendeur, c'est en cas de responsabilité du fait des produits
défectueux qui entraîne un dommage sur une personne, sur un tiers. Là, effectivement, il peut y avoir une mise en cause de la responsabilité qui pourrait aller au-delà de simplement le remboursement du prix et des frais engagés par le client. Donc oui, il y a des choses dont on ne peut pas se prémunir dans des conditions générales de vente par rapport au consommateur ou en cas de dommage causé au tiers. Donc c'est pour ça que c'est important de se rapprocher de votre assureur. Ok. Alors, vous pouvez mettre en place des conditions générales de vente catégorielles, c'est-à-dire que si vous avez, j'ai vu que vous aviez effectivement, pour certains d'entre vous, aussi bien des clients particuliers que des clients professionnels, vraiment le conseil à vous donner, c'est de faire des CGV spécifiques pour la vente entre professionnels et des CGV spécifiques pour la vente aux consommateurs. Et puis, vous pouvez aussi mettre en place des CGV par catégorie de professionnels. Donc, par exemple, prévoir des conditions générales de vente spécifiques quand vous intervenez, par exemple, sous forme de sous-traitance, et des conditions générales de vente particulières quand vous intervenez en direct, ou des conditions générales de vente que vous adressez différemment à des commerçants en gros, par exemple. Enfin, voilà, mais il faut que votre distinction entre catégories de professionnels soit fondée sur des critères qui soient objectifs. Donc ça, c'est quelque chose qui est possible. Et pour revenir à ce que je disais tout à l'heure, l'obligation de communication de vos conditions générales de vente, vous n'avez pas à communiquer l'intégralité de vos conditions générales de vente. Vous ne communiquez les conditions générales de vente, vous communiquez les CGV adaptés à la catégorie de professionnels concernés. Vous ne lui communiquez pas les CGV que vous appliquez à d'autres catégories de professionnels. D'accord. Nous avons sur le chat une question de Marie. Alors, elle nous dit, le clic sur les CGV, la case à cocher, est-ce que c'est suffisant par rapport à une signature avec un certificat numérique non répudiable et non modifiable? Ceci amène le risque d'usurpation d'identité si nous avons affaire à un acheteur. Oui. Oui, mais vous pouvez vous préserver la possibilité dans vos conditions générales de vente ou dans les conditions générales d'utilisation, en cas de doute sur l'identité de la personne, de suspendre en fait la conclusion définitive de la vente à ce qu'il vous envoie une pièce d'identité. Ça, c'est un premier point. Et le deuxième point, vous pouvez aussi prévoir dans vos conditions générales de vente le fait que ce clic et la communication comment dire, la communication des informations de la carte bancaire de votre client, vos signatures électroniques. Donc ça, c'est une clause spécifique signature électronique qui peut être prévue dans les conditions générales de vente. De dire que les coordonnées bancaires et les identifiants bancaires valent signature électronique. Ok. Voilà. Ensuite, vous pouvez aussi mettre en place, en plus de vos conditions générales de vente, des conditions particulières de vente. Ces conditions particulières de vente ne sont pas soumises à l'obligation de communication. Et en cas de contradiction entre les conditions particulières de vente et les conditions générales de vente, ce sont les conditions particulières de vente qui priment. Donc ça peut être important quand vous êtes sur des prestations un peu sur mesure à réaliser pour vos clients. C'est important, voilà, de prévoir dans vos conditions générales de vente les clauses générales qui vont s'appliquer à l'ensemble de vos clients ou de telle catégorie de clients et de donner les précisions dans des conditions particulières de vente ou dans des cahiers des charges. Mais ces conditions particulières ne sont pas forcément à communiquer aux clients. Non, tout à fait. Elles seront à communiquer aux clients avec qui vous les négociez, bien sûr, parce que c'est dans son intérêt que de connaître les spécificités de la relation que vous avez avec lui, mais vous n'avez pas l'obligation de les communiquer aux autres clients. D'accord. J'ai une autre question de Christophe qui nous demande, pouvons-nous limiter le délai de réception de conformité après livraison? Vous vous adressez à des professionnels ou à des particuliers? Christophe, je vous laisse nous répondre dans le chat pour affiner la réponse à cette question. À des professionnels. Alors, à des professionnels, oui, vous pouvez limiter le délai de conformité, tout à fait. Dans les conditions générales de vente, c'est tout à fait possible. D'accord.
Et pour les particuliers, c'est aussi intéressant de savoir, dit Marion. Alors, pour les particuliers, dans le principe, vous avez un délai de 2 ans pour vous prévaloir du délai de conformité. Donc ça, c'est la clause prévue légalement pour les consommateurs. D'accord, très bien. Alors, je ne sais pas si certains d'entre vous sont dans une relation qui est distributeur de produits avec des fournisseurs et avec l'obligation de conclure une convention unique. Là, dans ce cadre-là, vous devez communiquer vos conditions générales de vente dans un délai raisonnable avant le 1er mars de chaque année. Mais ça, c'est lié à la spécificité de ces conventions uniques qui sont renégociées chaque année. Donc ça, c'est vraiment un cas spécifique quand on est dans une relation fournisseur-distributeur. D'accord. Alors, sur le plan pratico-pratique, comment rédiger des conditions générales de vente? Alors, on ne sait pas comment les uns et les autres vous avez procédé. J'ai mis plusieurs images sur le PowerPoint qui vous montrent qu'effectivement, il ne faut pas copier des conditions générales de vente de concurrents. Il ne faut pas reprendre en faisant un copier-coller. C'est considéré juridiquement, et c'est pour ça que j'ai mis les petits insectes, c'est considéré comme étant du parasitisme juridiquement. C'est-à-dire que vous utilisez le travail que quelqu'un d'autre a réalisé, au besoin en faisant appel à un cabinet d'avocats qui a pu engendrer des coûts pour lui, pour faire ces conditions générales de vente, et vous vous les réappropriez sans avoir à payer les frais liés à la rédaction de ces CGV. Donc, prudence, pas de copier-coller de CGV de concurrents. Il vaut mieux partir sur des conditions générales de vente type. Vous avez des sites qui vous proposent des conditions générales de vente type. Je vous montrerai à la fin du diaporama, il y a au moins un site qui propose des CGV type qui est fiable parce que c'est un éditeur juridique qui les réalise. Après, il vous appartient de les adapter à votre process. Nous, on peut éventuellement vous les valider. Bien entendu, les conditions générales de vente de vos concurrents peuvent vous donner une idée de l'usage pratiqué dans votre secteur d'activité, peuvent vous donner des idées peut-être effectivement de clauses à rajouter dans vos conditions générales de vente, mais pas de copier-coller. Alors, ce qu'il faut aussi bien dire, c'est que les clauses doivent être rédigées de manière très apparente. Attention au caractère grisâtre et peu lisible. Il faut aussi, ce que j'évoquais tout à l'heure, que vos CGV correspondent bien à votre process et notamment quand vous prévoyez des conditions générales de vente sur Internet, bien s'assurer que vos conditions générales de vente collent à votre process de confirmation de commande par un mail, de clic de la case comme quoi le client accepte les conditions générales de vente, voilà, que les modalités de paiement prévues dans vos conditions générales de vente correspondent bien à ce que vous pratiquez. Et puis, il est conseillé soit de faire valider les conditions générales de vente que vous pourriez avoir établies de votre côté par un professionnel du droit, soit si vraiment vous êtes sur une activité compliquée ou que c'est quelque chose sur lequel vous ne souhaitez pas intervenir, de faire appel à un professionnel du droit pour les rédiger. Alors, quels sont les supports de vos conditions générales de vente? Alors, les conditions générales de vente, on peut les trouver au dos des bons de commande, au dos des devis. Mettez-les sur un maximum de documents commerciaux, sur votre site Internet, à faire valider par un clic lors de la confirmation de la commande. Tous ces éléments vous permettent de vous prémunir et de vous donner des éléments de preuve en cas de contestation de la part d'un client, comme quoi il n'aurait pas eu connaissance de telle et telle condition ou de telle et telle modalité. Parce qu'encore une fois, tout ce qui pourrait ne pas avoir été précisé par écrit serait soumis à l'interprétation du juge qui, du coup, lui, va interpréter la relation contractuelle et les conséquences qu'il pourrait y avoir aux éléments dont il dispose. Alors, en ce qui concerne la trame générale des conditions générales de vente, comme vous voyez, on a
découper ces conditions générales de vente en plusieurs éléments. On a le contenu et le champ d'application. Donc, le contenu, j'entends par là, quels sont les produits que vous commercialisez, quel type de prestations de services vous réalisez, est-ce que vos conditions générales de vente sont applicables uniquement pour les commandes qui vous parviennent sur le sol français et éventuellement les territoires d'outre-mer ou également à l'étranger. Donc ça, c'est important de le préciser. Les modalités relatives à la commande, toutes les informations, les clauses relatives aux informations précontractuelles à communiquer aux clients, et j'entends par là surtout les consommateurs, toutes les modalités relatives à la livraison et au transport, qui est responsable du transport, est-ce que c'est le transporteur, est-ce que c'est le client si lui fait appel à son propre transporteur, comment est-ce qu'éventuellement on met les réserves lors de la livraison du bien sur le bon de livraison, tout ça doit être prévu. La fameuse clause de réserve de propriété, le prix, les modalités de paiement, est-ce qu'on prévoit un acompte, est-ce qu'on prévoit un paiement en plusieurs fois, est-ce qu'on prévoit un paiement à terme, dans un délai que l'on fixe, quelles sont les garanties, donc garantie pour vice caché, garantie de non-conformité, toute autre garantie contractuelle. Est-ce qu'il y a un délai de rétractation et vis-à-vis des consommateurs? Oui, il y a un délai de rétractation pour tout ce qui est vente à distance. Et puis, quels sont les modes et les possibilités de rompre le contrat ou la relation contractuelle? Est-ce que vous faites appel à la médiation ou aux tribunaux classiques? Est-ce que vous faites appel à l'arbitrage pour régler vos litiges? Tout ça doit être prévu. Et puis, quel est le droit applicable au contrat? Et ça, c'est important de le préciser, notamment si vous vendez par Internet et que vous êtes susceptible d'avoir des clients provenant de l'étranger. Il faut prévoir le droit qui sera appliqué au contrat. Est-ce que c'est le droit français ou est-ce que c'est le droit étranger? Parce que là, il peut y avoir des clauses que vous ne maîtrisez pas. Ensuite, comme je vous disais, il y a quelques sites utiles qui peuvent être intéressants pour vous. Donc, le site qui émane d'un éditeur juridique, c'est le site NetPME. Qui propose de nombreuses conditions générales de vente. Vous pouvez vraiment y aller en confiance. Après, il faut adapter, ça reste des actes types. Vous avez aussi le site internet de la CCI de Paris, Inforeg, qui propose des conditions générales de vente entre professionnels pour de la vente de marchandises, qui est bien fait aussi. Et puis, si vous avez un projet de conditions générales de vente, vous pouvez nous les soumettre en rendez-vous à la CCI. On peut vous valider vos conditions générales de vente, vous apporter un appui, une sécurisation de vos conditions générales de vente. Par contre, on ne fera pas la rédaction dès le départ. Ça veut dire qu'il faut que vous mettiez la main à la pâte. S'il y a des clauses à rajouter, on peut vous les envoyer, mais on ne reformulera pas l'ensemble des conditions générales de vente. Il faut qu'on ait une base déjà élaborée par vos soins. Et si vous souhaitez plutôt une prestation clé en main, vous pouvez faire appel à un avocat. Alors, je vous ai mis cette plateforme www.avocat.fr. C'est intéressant cette plateforme parce qu'elle vous permet de faire une demande de devis notamment pour la réalisation de conditions générales de vente. Vous précisez un petit peu l'activité de l'entreprise, si votre cible client c'est des particuliers, des professionnels et comment vous commercialisez. Et à partir de cette demande de devis, vous recevez plusieurs devis d'avocats, vous avez sélectionné le secteur territorial où vous êtes et ça vous permet de faire votre marché aussi quant au choix d'un avocat. Ok, alors j'ai quelques questions. Sylvie sur le chat. Marion nous demande comment gérer le versionning des CGV. Faut-il écrire la date de rédaction des CGV pour savoir quelle vente était liée et à quelle version des CGV? Oui, la plupart du temps, il faut indiquer effectivement la date, si vous voulez, la date de validité de vos conditions générales de vente. Oui. Ok. Elodie nous demande, par exemple, pour le transfert de propriété, est-ce que les incoterms prévalent sur ce qui pourrait être détaillé dans les CGV? Oh, ça, il faudrait que je vous fasse une recherche. Je préfère pas répondre à la question en ligne. On pourra me transférer votre demande si vous voulez et je vous répondrai. Très bien, pas de problème. Christophe nous demande si les CGV est-il nécessaire de les faire signer par le client et valider par un document physique émargé? On a déjà répondu en début de présentation. Oui, on a répondu. C'est mieux signé, mais ça peut être une signature électronique et ça peut être un clic sur votre site. Voilà. Ou une mention au recto de votre devis ou de votre bon de commande indiquant expressément que la signature du devis ou du bon de commande vaut acceptation des CGV au verso. Ok, Arnaud a entendu, Sylvie, que la CCI est en mesure de relire les conditions générales de vente. Il nous demande si cette étude est offerte par la CCI.
Non, alors pour l'instant, nos prestations effectivement sont gratuites pendant la période de confinement, mais à une date que notre direction doit nous confirmer, nos prestations seront à nouveau facturées. Et pour les conditions générales de vente, la facturation est de 300 € TTC pour les conditions générales de vente. La facturation est liée au temps nécessaire pour la prise de connaissance de vos CGV qui nécessite du temps, et puis du temps rendez-vous aussi pour refaire le point avec vous. Ok. Il faut se dépêcher alors, nous dit Arnaud, en effet. Catherine nous demande, qu'en est-il de la clause relative au RGPD? La clause apparaît effectivement dans vos conditions générales de vente ou dans vos conditions générales d'utilisation si vous êtes sur le site. Mais effectivement, pour le e-commerce, cette clause doit apparaître dans vos conditions générales de vente. Et c'est pareil, ce que je vous ai dit tout à l'heure est vrai pour cette clause-là aussi. Il faut l'adapter à votre situation, c'est-à-dire que toutes les mentions de cette clause sur les données personnelles ne s'appliquent pas forcément à votre site internet. Donc, notamment, toutes les personnes qui vendent en ligne ne communiquent pas forcément les coordonnées et les données de leurs clients à des entreprises extérieures pour les vendre. Donc, toutes les clauses de ces données personnelles ne s'appliquent pas. Il faut les adapter, mais c'est quelque chose qu'on regarde en rendez-vous aussi. Ok, très bien. Plus de questions pour moi sur le chat pour l'instant. D'accord. J'ai aucune idée de l'heure. Il est 14h13. Je te laisse poursuivre. Alors, juste pour terminer, parce qu'on a quasiment terminé, simplement pour vous dire que le fait de ne pas communiquer ces conditions générales de vente ou le fait de ne pas prévoir, par exemple, de ne pas respecter, par exemple, les délais de paiement, parce que ça, j'en ai pas parlé, mais vous êtes tenu de respecter des délais de paiement même entre professionnels. Il y a un certain nombre de dispositions qui sont indiquées dans les conditions générales de vente qui, si elles ne sont pas respectées, donnent lieu à des sanctions. Et je vous ai indiqué du coup sur le PowerPoint quelques sanctions qui peuvent être applicables. Donc, ça va de 75 000 à 375 000 €, 3 000 à 15 000 €, 5 millions à 5% du CA, selon les infractions commises aux mentions ou à la non-communication de vos conditions générales de vente. Et là, je vise surtout, mais pas que, les conditions générales de vente à destination des consommateurs, où là, si notamment il manque le délai de rétractation ou la clause de la médiation, il y a des sanctions automatiques qui peuvent s'appliquer, qui sont des sanctions administratives. Mais il y a aussi des sanctions qui peuvent s'appliquer entre professionnels en cas de comportement effectivement abusif ou qui, qui détournent les règles du marché. Donc attention à ça. Les CGV, c'est vraiment important. Alors, j'ai une autre question de Catherine. Pour les prestations hors Internet, il n'est donc pas nécessaire de faire apparaître, de parler de la réglementation autour de la RGPD? Si, mais elle sera moins, si, elle doit apparaître, mais elle sera moins détaillée que quand vous vendez sur Internet et où il peut y avoir communication des informations collectées par le biais d'une base de données. Si, il faut faire apparaître une clause sur RGPD, même en dehors d'Internet. D'accord. Ensuite, une question de Cédric. Merci pour toutes ces informations. Quelle est la différence entre un contrat de prestation de service et des CGV? Est-il utile d'avoir les deux? Dans le principe, l'obligation que vous avez, c'est une obligation de communication de vos conditions générales de vente, pas de votre contrat de prestation de service. Donc, l'obligation légale, elle est sur les conditions générales de prestation de service. Donc, il faut partir là-dessus et après faire un contrat. Le fait de faire un contrat, vos conditions particulières. Voilà. Donc, oui, c'est les CGV qu'il faut prioriser. Ok. Jonathan nous demande, est-ce qu'il y a un délai de rétractation dans le cadre de relations B2B? Non, sauf si contractuellement, vous souhaitez en faire bénéficier vos clients. D'accord. Elodie nous... Ah non, c'est pas Elodie, pardon, c'est Brigitte. Hop, les questions s'enchaînent un petit peu, excusez-moi. Pouvez-vous nous redire la mention à noter sur notre devis pour valider les CGV qui ne sont pas forcément signés? La signature du présent devis ou du présent bon de commande, vos acceptations des conditions générales de vente
apparaissant au verso du présent document. Ok. Christian nous demande, un client m'impose ses CGV et refuse mes CGA. Qui a tort ou qui a raison? Eh bien, lui a tort. Il a tort et ça peut être soumis à sanction. Donc, si vous avez, alors c'est toujours délicat parce qu'on est parfois captif de certains clients. Ce que je vais vous dire reste très théorique au niveau juridique. Vous avez intérêt à essayer de négocier avec lui un juste milieu et de négocier entre ses propres conditions générales d'achat et vos conditions générales de vente. Mais si il abuse effectivement de cette relation, il est toujours possible de faire remonter cette information auprès de la directe, auprès de la répression des fraudes ou auprès de la médiation des entreprises. L'intérêt de la médiation des entreprises, c'est qu'elle peut du coup se rapprocher de ce fournisseur pour négocier effectivement les choses et vous aider dans cette négociation. Et en plus, la médiation des entreprises, c'est une médiation qui est gratuite. D'accord. Dans le cas de vente à l'étranger, dans quelle langue les CGV doivent être rédigés? Nous demande Guy. Alors, dans le principe, c'est la langue française. Après, si vous souhaitez mettre à connaissance de clients étrangers les modalités contractuelles, surtout si les CGV sont soumises au droit français, vous avez intérêt au minimum à les rédiger en anglais. D'accord. Et de préciser que ce n'est pas parce que les CGV sont rédigés en anglais qu'elles ne sont pas soumises au droit français. D'accord. Arnaud nous dit, à partir du moment où l'on fait valider nos CGV à la CCI, par exemple, j'imagine, ou un avocat, et qu'il y a une erreur qui nous amène à un litige et donc sanction, dans quelle mesure les responsabilités seront-elles partagées? Partagées entre qui et qui? Entre lui et le conseiller. Lui et le conseiller. Alors, le cabinet d'avocats a une responsabilité. Il a une assurance responsabilité civile professionnelle que vous pouvez engager en cas effectivement d'erreur au niveau de la rédaction des conditions générales de vente. Attention quand même, l'avocat, il a une obligation de moyens au niveau de la rédaction des actes sous seing privé. Donc, il faudrait vraiment prouver l'existence d'une faute de sa part pour engager sa responsabilité. Et en ce qui nous concerne, comme on ne rédige pas d'acte, effectivement, on n'a pas cette assurance responsabilité civile professionnelle qu'a un avocat. On vous accompagne et on vous apporte un appui, un conseil à la rédaction, mais c'est vous qui rédigez. D'accord. Ok. Elodie nous demande si un retour client par email d'une d'acceptation d'un devis, mais pas de signature du devis. Est-ce que le devis vaut bien accord? En fait, c'est la valeur de l'email. Oui, c'est la valeur entre professionnels, j'ai envie de dire, en cas de litige entre vous, ce sera l'appréciation du juge. S'il y a des mails derrière qui confirment la relation contractuelle du devis, ça pourra conforter. C'est tout moyen de preuve par écrit entre professionnels. Vis-à-vis d'un consommateur, soyez prudent parce que ça pourrait ne pas être considéré comme valant contrat. Et de toute façon, il faut... Parce que vis-à-vis des particuliers, il faut prouver par tout moyen de preuve écrit. Alors qu'entre professionnels, c'est tout mode de preuve. D'accord. Comment mieux se prémunir des retards de paiement impayés clients avec les conditions générales de vente? Nous demande Raquel. Alors, les seuls moyens que vous ayez, ce sont les clauses qui précisent des pénalités, des dommages et intérêts en cas de retard de paiement. C'est des clauses qui sont incitatives au respect des obligations de vos clients. Donc voilà. C'est malheureusement la seule façon juridique, je dirais, de vous prémunir. Et après, prévoir effectivement aussi une clause de médiation et une clause qui prévoit une recherche de conciliation en cas de difficulté de la part de votre client de vous régler en temps et en heure, pour pouvoir trouver quand même une solution amiable. Après, je pensais à autre chose aussi.
Bon, ça me reviendra. Je vais passer à la question suivante. Il y a d'autres moyens de vos conditions. Ah oui, un autre moyen de vos conditions générales de vente aussi, c'est de réfléchir sur l'avenir du coup avec ce client et de prévoir dans vos conditions générales de vente qu'en cas de litige antérieur et notamment de non-paiement total ou partiel d'une facture précédente, vous vous réservez le droit de refuser une prochaine commande et ce ne sera pas considéré comme du refus de vente. Ok, très bien. Qui est le médiateur en matière commerciale, nous demande Catherine. Le médiateur en matière commerciale pour les litiges entre fournisseurs et clients, entre entreprises, c'est le médiateur des entreprises. Ils ont un site internet dédié. Donc ça, si ça vous intéresse, on peut vous envoyer le lien. Il y en a plusieurs, il y en a une cinquantaine, je crois, en France, de médiateurs des entreprises. Et puis sinon, vous avez des organismes de médiation privés. Donc sur Lyon, il y a notamment le CIMA, qui est le Centre Intermédiation et d'Arbitrage. Et puis vous avez des cabinets privés de médiation que vous pouvez solliciter. Et qui fonctionnent avec des honoraires et avec des techniques de médiation qui sont éprouvées. J'en profite pour vous dire que nous avions animé un webinaire il y a quasiment 3 semaines ou 4 semaines à ce sujet avec Bernadette Vonnet. Je vous invite à aller le réécouter et c'est très intéressant, surtout sur ce sujet de la médiation. Oui, c'est important et c'est intéressant et je pense que c'est quelque chose qui a de l'avenir, la médiation, parce que justement, ça permet de trouver une solution rapide et de ménager la relation contractuelle et la poursuite de la relation pour l'avenir. Voilà. Ok. Allez, une dernière question peut-être. Est-ce que la clause d'arbitrage est égale à correspond à la clause de médiation, nous demande Elodie. Non, parce que la clause de médiation, c'est une décision que vous prenez, vous, en tant que chef d'entreprise, d'accepter ou pas la médiation et les solutions qui ont été proposées, soit par le médiateur, soit que vous avez négocié entre vous. Donc, vous restez libre d'accepter ou pas la décision finale. Alors que dans le cadre de l'arbitrage, à partir du moment où vous actionnez l'arbitrage, le tribunal arbitral ou l'arbitre, la décision que prend l'arbitre vous lie. Donc, vous êtes obligé de l'exécuter. D'accord. Marion nous demande, il ne faut pas copier les CGV de ses concurrents, mais peut-on dans ces CGV, quand cela est utile, copier-coller les articles de loi? Ah bah oui, tout à fait. Vous pouvez aller sur Légifrance aussi, les retrouver, bien sûr. D'accord. Dominique nous demande, lors d'une commande Internet, est-ce que cette phrase suffit pour acceptation des CGV sans clic? Le client, donc la phrase est, le client tel que dénommé ci-après, reconnaît avoir pris connaissance au moment de la passation de commande des conditions particulières de vente énoncées sur cet écran et déclare expressément les accepter sans condition et sans réserve. Et ça, c'est sur un site, Oui, Charlène. lors d'une commande Internet. Non, pour moi, il faut cliquer. Il faut prévoir un clic. Enfin, c'est même pas pour moi, il faut un clic. Il faut qu'il y ait un clic. OK. Ouais. Très bien. Donc Arnaud nous dit, ça serait intéressant en effet de leur envoyer en supplément du PDF de la présentation quelques liens intéressants comme ceux que tu as cités, Sylvie. C'est noté, Okay. Arnaud. Ok, D'accord. il est 14h25. Je vous propose de reprendre la main sur le partage d'écran. Vous êtes encore quasiment 80 personnes à être restées pour 10 minutes de plus. Alors, merci beaucoup pour votre participation. Merci, Sylvie. Merci à vous. Je reprends simplement la main sur le partage pour vous donner 2 petites informations importantes. La première, pour vous demander, s'il vous plaît, de prendre encore 2 petites minutes pour répondre à notre questionnaire d'évaluation qui va s'ouvrir automatiquement à la fin de ce webinaire. C'est important pour nous, je vous le dis à chaque fois, de savoir si les thématiques proposées vous plaisent, si le contenu, les intervenants ont répondu à vos attentes. C'est important, alors merci d'avance. Et puis, pour ma part, je vous donne rendez-vous cette semaine, donc dès demain, jeudi 7 mai à 13h30, comme toujours, pour un nouveau webinaire pour réussir la reprise d'activité avec ses équipes. Je serai accompagnée de 3 collègues conseils de la CCI en ressources humaines. Donc, on parlera reprise d'activité. Mardi prochain, je vous donne rendez-vous à 13h30 toujours pour un rendez-vous sur comprendre les offres de prêt existants et bien dimensionner ses besoins en trésorerie. Les offres de prêt, non pas de prête. Il y a une petite coquille sur mon slide. Et puis, je vous donne aussi rendez-vous jeudi pour un webinaire intitulé « Gagner en agilité commerciale pour booster vos ventes ». Voilà. Merci beaucoup. Merci à tous. Merci encore Sylvie pour ton temps. Merci à vous.
À très bientôt, excellent après-midi et je vous dis à demain. Merci. Au revoir.